Il avait profondément marqué les esprits avec un roman émouvant intitulé Le journal d'Anne France. Il était venu en parler sur TV Liberté et on retrouve Romain Guérin, écrivain mais aussi poète et chanteur pour un nouveau livre intitulé Drôle de funérailles. Romain Guérin, bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation et merci pour votre invitation. Attendez, merci. Avec Drôle de funérailles, vous composez ce qu'on pourrait appeler, ce que vous appelez d'ailleurs une farce dramatique en 2 actes dans laquelle vous vous mettez en scène. Aux obsèques de Colette, c'est l'héroïne décédée qui est dans le roman. Il y a le petit-fils aux idées radicales et qui se prénomme Romain. Bon, ben voilà, c'est tout vous. La famille de Colette, c'est donc la vôtre. Oui. Je ne sais pas si je dois l'avouer, parce que c'est peut-être pas, quand les gens vont pouvoir découvrir le roman, c'est pas très valorisant, peut-être, mais oui, on va dire que la base est là, et qu'après, il y a peut-être eu quelques fantaisies, mais à la base, il s'agit bien de ma famille et de l'expérience que j'ai pu avoir ce jour-là. Et après, sous l'invitation de mon père, qui n'était pas présent à ces funérailles, pour les raisons qui sont évoquées, il m'a dit « tu devrais en faire un livre », et quand un père demande quelque chose, on essaye de s'y plier, et c'est ce que j'ai fait. D'accord, donc vous êtes le petit-fils de Colette. Alors, dans le journal d'Anne France, le personnage principal était Anne-France Razavette, une femme seule, attachante. Colette Maréchal, votre grand-mère, donc, est tout le contraire. Enfants, petits-enfants sont presque unanimement d'accord. Je vais utiliser un terme qui est même fade par rapport à ce qu'on peut lire dans le roman. C'était une bourrique de la pire espèce. Oui, ou une folle coche, selon le terme, je ne me rappelle plus du roman, je crois que c'était Hervé Bazin, Vipère au point, je crois. Oui, c'est bon. Alors j'essaye de la présenter. Par rapport à ma présentation, j'ai pas voulu non plus, on dit que pour les premiers retours que j'ai déjà eus, que je tirais un peu, que c'était à la mitraillette. Mais j'ai voulu aussi faire de ces personnages un peu, vous savez, comme les personnages de De Funès, qui sont si caricaturaux ou si méchants qu'ils en deviennent presque attachants. Et c'est un peu les retours que j'ai. Donc c'est vrai que Colette en prend pour son grade, mais je crois qu'à la fin, elle arrive des fois à être presque sympathique, tant on a l'impression qu'elle plane un peu sur la réalité. Je pense qu'elle est en dehors un peu de la réalité et qu'elle n'est pas maternelle et un peu égoïste, donc ça en fait un personnage tout à fait consacré pour une satire, quoi. Colette, ses 3 fils, ses 10 petits-enfants, dont vous êtes aussi un personnage caricatural dans l'ouvrage ou pas ? J'ai essayé d'avoir... j'avais la position de spectateur parce que j'ai failli ne pas venir à ces funérailles. Et j'y suis allé pour soutenir ma mère. Donc j'avais déjà une position, un peu comme je dis dans l'introduction, j'étais un peu au balcon, hein, c'est ce qu'on appelle ça aussi dans les opéra bouffe. Donc j'étais un peu spectateur. Est-ce que moi je suis caricatural ? Oui, un peu dans mon approche, mais pour... J'aurais vos idées bien arrêtées sur la vie, sur la société, sur le monde. Oui, alors c'est-à-dire que... vous faites profiter tout le monde. Mes idées sont simples, c'est-à-dire que je ne crois pas sombrer dans une quelconque idéologie, mais c'est juste que j'aime plus ou moins l'ordre, en fait. Donc je n'ai rien contre la bourgeoisie. Plus que moi. Comment ? Plutôt plus que moi. Oui, mais c'est-à-dire, je ris du désordre et c'est juste que j'aime bien que les gens, et c'est un peu je fais 2 citations assez importantes de Schopenhauer, de son fondement de la morale. À un moment donné, j'aime bien que les gens qui soient à leur poste soient responsables. Je pense que le bonheur aussi, c'est d'être à sa place. Quand on n'est pas à sa place, on est malheureux soi-même. Je crois que c'est le cas du personnage qui s'appelle Daniel, qui a été l'héritier qui a repris l'entreprise. Je crois que un des 3 fils de Colette. Qui n'était pas du tout destiné, qui n'était pas du tout un chef d'entreprise, un leader, comme on dit, mais bon, parce qu'il avait des diplômes et que ses parents l'avaient choisi un peu comme le fils préféré. Je pense que ne pas être à sa place, c'est être malheureux et rendre malheureux son entourage et même mettre en péril la société. Donc quand je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place, j'en rigole. C'est le cas pour Daniel. Après, il y a d'autres personnages qui sont caricaturaux eux-mêmes. Michel qui incarne tout ce que... Votre autre 60 plus tard attardé, comme on dit. Lui, comme dirait Céline, c'est une synthèse. Et je n'avais qu'à prendre un pinceau pour le décrire. J'ai pas eu à trop grossir le trait, quoi. Il est quand même bien assaisonné, si vous me permettez l'expression. Oui, après, ça n'empêche pas de relever un peu les couleurs, de tirer un peu sur la forme, mais je n'ai pas eu trop à
à me forcer. Alors, je reviens toujours à ce roman, le journal d'Anne France. C'était Anne France, finalement, ce personnage, c'était l'incarnation de la France, tout court. Cette fois-ci, la France, est-ce qu'elle ne pourrait pas s'incarner, en fait, dans l'ensemble de cette famille, de votre famille, je le rappelle, la grand-mère défunte, les 3 frères, les 10 petits-enfants. Il y a des courageux, il y a des couards, il y a des patriotes, il y a des mondialistes, il y a des héros, il y a des collabos de ce mondialisme. Bref, c'est la France dans sa vivacité, on dirait aujourd'hui dans la novlangue, dans sa diversité. Oui, tout à fait. Alors Anne France incarnait en elle-même la France un peu historique. Elle avait ça, elle racontait son histoire. Et au final, là, à travers les personnages, c'est plus une incarnation que j'ai voulu sociologique. Parce que c'était pas voulu. Quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment. Je voulais en faire ce que j'ai dit, une sorte de farce familiale qui pourrait parler à tout le monde. Parce qu'effectivement, quand on parle de la famille, de la mort, de l'héritage, tout le monde se sent concerné. Dans les premiers retours de lecture que j'ai, on me dit tiens, Michel, il ressemble à mon oncle Jean-Philippe, etc. Enfin, tout le monde va s'y retrouver un petit peu. Mais au fil quand j'ai repris, parce que là, je l'avais commencé, quasiment écrit il y a 6 ans, mais je l'ai repris. Et quand je l'ai relu, je me suis aperçu que ces personnages étaient tellement caricaturaux que c'était presque des stéréotypes. Et c'est là où j'ai forcé un petit peu le trait pour dire finalement, chaque personnage pourrait, en tout cas pour les fils, pour les parents aussi, parce que finalement, mon grand-père qui est mort trop tôt, et qui a laissé un peu la barque à ma grand-mère, lui aussi a incarné un peu cette France des 30 glorieuses, qui entreprenait, qui réussissait, mais cette France qui a loupé la passation. Et on voit bien qu'avec cette génération, on a un problème de passation de pouvoir et de responsabilité. Michel, qui est ce gauchiste, on va dire, pathologique, avec toutes ses fantaisies, son hypocrisie. Et mon père, effectivement, là je suis objectif, ça reste mon père, donc je l'ai un petit peu étrillé quand même, qui c'est un peu cette personne qui, sans diplôme, a des qualités, mais qui a été moqué par sa famille, parce que, n'étant pas scolaire, il a été traité d'abruti, alors que c'était lui qui serait le plus à même. Et là, on retrouve un peu ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'économie, c'est-à-dire que c'est la classe moyenne qui, elle, fait tourner le pays, c'est elle qui est la plus montrée du doigt, et celle qui est la plus taxée, alors taxée financièrement et taxée de racisme, etc. Et c'est elle qui pourrait aussi avoir des vraies compétences pour gérer le pays, et qui est mise à l'écart, et qui est remplacée par des technocrates. Voilà. Donc c'est un peu cette vision qui m'est venue, mais c'était parce qu'il y a toujours plusieurs couches, si j'ose dire, dans mes romans. Il y en avait pour Anne France, et là, au-delà de la farce elle-même, cette volonté de rire, il y a effectivement ce fond sociopolitique. Fond sociopolitique. Dans sa préface, Jonathan Sturel évoque un hommage à Clochemerle de Gabriel Chevalier. Là, c'est une histoire d'urinoir près de l'église. Mais il parle surtout, et il dit, les termes ont un sens, un roman welbeckien, en référence bien sûr à Michel Houellebecq. Et vous aimez vous référer, j'ai regardé sur vos sites, sur vos déclarations, sur vos entretiens, à Verlaine, Baudelaire, La Bruyère, Chamfort, j'en oublie quelques-uns, mais aussi à Houellebecq, donc, et à sa forme de satire qui touche souvent à une forme de nihilisme. Alors, sur mes références littéraires que j'aurais par rapport à ce livre, parce que ce livre est vraiment un ouvrage de fiction, au sens où je me mettais dans la peau d'une vieille dame. Donc je l'ai écrit, j'étais un jeune homme de 28 ans, donc effectivement j'ai dû lisser peut-être un peu mon style, qui est un peu plus incisif que ce qui se trouve dans Anne France. Donc c'est pour ça que j'ai certaines références classiques, mais j'en ai d'autres. Et ça peut être Céline, Alphonse Boudard, San Antonio aussi, où j'adore cette liberté totale qui peut y avoir dans le style. Et c'est pas vrai qu'il y a du Frédéric Dard. Voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir ces personnages... Et puis dans cette liberté de des fois faire des néologismes un peu drôles, et vraiment dans cette liberté du ton, et puis dans cette volonté de divertir aussi, c'est-à-dire vraiment de passer un bon moment. Et non, pas Houellebecq. Alors effectivement, j'avoue que quand j'ai lu, parce que j'ai demandé à Jonathan Sturel, qui est un ami, de faire cette préface. J'ai rien enlevé, j'ai rien rajouté. C'est vrai que ça m'a un peu surpris, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est dans ce côté de témoigner d'une forme de désacralisation, même si moi, je n'ai pas la même... comment dire, je suis peut-être moins nihiliste que
que Houellebecq, quoi. Nihiliste, mais aussi, et ça c'est une donnée que l'on retrouve dans chacun de ses romans, la nostalgie des temps sains, les temps où les gens savaient différencier le bien du mal, Oui. le beau du laid. Ça, cette nostalgie, elle est inhérente à votre personnalité, ou à votre plume d'écrivain. Oui, non, mais c'est-à-dire que si au niveau architectural ou au niveau des arts, on faisait des productions plus belles que celles qui étaient avant, je crois que je ne serais pas nostalgique. Elles sont différentes, c'est tout. Non, je pense qu'on voyait que la cathédrale, enfin les anciennes cathédrales et qu'on voit aujourd'hui, lorsque j'appelle des huttes en béton, alors peut-être, j'ai une autre sensibilité, mais moi c'est d'abord que ça soit au niveau, ce qui m'a amené donc à la politique et à la littérature, c'est un rapport esthétique et c'est pour ça que je suis nostalgique. Mais si demain on pourrait faire des plus grandes cathédrales et des belles cathédrales, et peut-être que je le serais moins en fait, quoi. Nostalgique et émotionnel. Oui, mais en fait, c'est pas de ma faute si je me sens mieux dans un centre-ville préservé qui est toujours de ces vieilles bâtisses médiévales avec les encorbellements, etc., que devant une barre HLM, rectangulaire. Ça, j'y peux rien et je suis comme ça. Donc, Est-ce que cette nostalgie, elle ne vous pousse pas jusqu'aux extrêmes? Vous ciblez par exemple constamment dans l'ouvrage l'Église. Lors de ses funérailles, l'absence de d'une belle Église est horripilante. L'absence de rite et de sacré est horripilant. Le prêtre et son serment sont horripilants. Bref, il y a un côté vieux con. C'était mieux avant. Oui, j'ai envie de vous dire, et boomer, c'était mieux avant. Oui. Bah non, mais c'est juste qu'une fois de plus, je vois ce délitement. L'église que je décris n'est même plus une église, elle ressemble plus à une forme d'hémicycle. Je ne trouve qu'il n'y a rien de beau. Je trouve que avant, donc il y avait qu'on appelle ça, il y avait le prêtre pouvait monter en chair, il fallait avoir de la voix. Maintenant, le prêtre prend son petit micro, il fait son petit discours. Comme je dis, la technologie du micro donne de la voix à ceux qui n'en ont pas, quoi, finalement, et donne de la résonance au vide. Voilà, au moins avant, ça forçait à se mettre en avant, à monter en chair et avoir peut-être un vrai discours viril. Peut-être que la technique a influencé un discours plus mou, peut-être. Donc voilà, c'est... Après, j'ai quand même pris le parti de faire rire, et c'est vrai que des fois, peut-être que je suis peut-être allé un petit peu trop loin, ou ça va pouvoir choquer peut-être quelques personnes, mais c'est dans une dimension humoristique, et j'ai essayé quand même parce qu'un mot qui pourrait paraître familier, vulgaire, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup San Antonio ou des gens comme Audiard, etc., c'est que le mot ne prend son sens que dans un système plus vaste qui est la phrase finalement. Et un mot comme ça, pris à brûle-pourpoint, qui pourrait apparaître vulgaire et laid, dans une phrase travaillée, finalement, ça passe mieux, même si c'est le même mot, quoi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, la clé de compréhension de vos deux romans, et du dernier, qui a une allure de satire, c'est qu'en fait, c'est pas un éloge de la désacralisation de tout, mais c'est au contraire une condamnation de cette société qui s'est désacralisée, qui s'est détranscendantalisée. C'est-à-dire qu'elle a mis sa foi ou son légitime fanatisme, elle l'a mis maintenant dans la politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, à force de tout désacraliser, on sacralise le masque, quoi. Voilà, donc c'est ça un peu. C'est-à-dire que je pense pas que le sacré a disparu, c'est juste qu'il a été il a été rabaissé en fait au niveau, à un niveau très bas, quoi. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Il vous fallait non pas Notre-Dame de la Paix à Mâcon pour les obsèques, mais il vous fallait une grande cathédrale, celle de Chartres, de l'encens. J'aurais pas, non, mais ne serait-ce qu'à Mâcon, ça aurait été une église, à l'église Saint-Pierre, l'église Saint-Vincent, c'est-à-dire une vraie église. J'aurais déjà passé un meilleur moment. Voilà, j'aurais, au lieu d'écouter le prêche un peu, que je dis un peu blasphématoire, parce qu'il compare ma brave grand-mère Colette à la Vierge Marie. Alors moi je veux bien, mais bon, j'aurais regardé les vitraux, j'aurais regardé les pierres taillées, j'aurais passé un meilleur moment que dans cette salle des fêtes, en fait, finalement. Ça ressemblait plus à une salle des fêtes que... C'est un roman aussi très politique. Il y a des messages politiques à toutes les pages.
Voilà, alors, parce que effectivement, la trame, c'est que donc c'est une discussion avec mon petit frère, c'est-à-dire qu'on est sans arrêt en train de discuter. Et finalement, parce que nous, avec mon petit frère, et peut-être que dans ma famille aussi, on a toujours été intéressés un peu par la politique. Et c'est vrai que quand on se voit, on en parle, voilà, des absurdités, de la énième absurdité du gauchisme culturel. Et j'essaye de faire rire en fait donc mon petit frère avec ça. Et donc là, j'ai récupéré un peu cette trame où là, il y a le côté. Là, on parlait de la structure sociopolitique, effectivement, avec les personnages, mais dans les dialogues, c'est plus. Alors aujourd'hui, on appelle ça des punchlines, mais moi, j'aime plus ce qu'on appelle une formule, le sens de la formule ou le sens de la répartie. Et j'ai essayé de faire rire comme ça, parce que c'est aussi comme ça que je vis. Je suis quelqu'un de. Je crois que quand j'étais passé pour Anne France, j'avais essayé de vous convaincre que j'étais quand même quelqu'un de joyeux et de drôle. Et bon, c'était pas gagné. C'était pas gagné avec celui-là, mais c'est pour ça que vous l'avez rédigé. Donc, vous avez bien fait de l'écrire. C'est clair. Drôle de funérailles, c'est vrai que vous engueulez avec les gens qui sont à la sortie de l'église. C'est réel, ça, ou c'est le romancier? On ne saura jamais. Alors, il faut lire le roman. Allez, vous êtes chanteur aussi, mais avant tout écrivain. Et alors là aussi, je voyais une référence à Houellebecq, parce que j'ai trouvé une phrase que vous avez rédigée, en forme un peu de slogan ou de formule, diriez-vous, « Écrire jusqu'à en mourir ». Et je trouvais que ça faisait résonance avec une phrase assez célèbre de Houellebecq, « La vie ne m'intéresse pas assez pour que je ne puisse pas me passer d'écrire ». L'écriture, c'est un exutoire pour vous, c'est la possibilité. C'est une souffrance pour moi, parce que je suis une sorte d'hyperactif feignant, donc c'est un peu compliqué. Même, je me suis mis à la lecture vraiment sur le tard, et parce que je voulais me cultiver, mais je n'aime pas lire, j'aime avoir lu. Et écrire, c'est une souffrance. C'est pour ça qu'on a un peu des fois cette vision de l'écrivain, toujours avec son petit carnet, qui fait 300 pages et puis qui en garde 100. Bon, moi, je corrige effectivement, mais généralement, je vais droit au but, parce que c'est vraiment une souffrance, mais... c'est pourquoi je le fais, franchement, je sais pas, j'ai un besoin en fait, c'est plus pour mettre de l'ordre, je pense, que dans ma tête, et de passer à autre chose, en fait. Je pense qu'il y a une sorte d'annexe un peu qu'on a des fois un peu trop d'idées, trop de réflexions, on se dit tiens. Bon, après, celui-là, c'est vrai qu'il est venu un peu à moi. Autant Anne France, bon, j'ai eu une forme d'inspiration, puis ça a été comme ça, je l'ai fait au fil de la plume. Celui-là, c'est un peu venu à moi. Après, j'ai dû un peu plus le travailler aussi, parce que j'avais un problème au niveau de la forme. Comment parler d'une histoire de famille sans faire une saga? Moi, je n'aime pas faire des livres longs. Et j'ai trouvé par cette forme théâtrale que je crois unique en son genre. Donc, s'il y a des spectateurs qui ont une grande culture littéraire, est-ce que vous connaissez d'autres livres qui prennent la forme du théâtre, c'est-à-dire présentation des personnages, mais effectivement plus exhaustive que celle du théâtre, et qui permet de commencer la trame narrative, après un prologue, 2 actes et avec des scènes, et un épilogue. Effectivement, c'est un roman, mais cette structure théâtrale, qui correspondait en plus à mon sujet, parce que tout ça, c'est la comédie humaine, de toute façon, m'a permis d'aller droit au but pour pas trop ennuyer le lecteur déjà, et pour pouvoir, parce qu'une famille, il y a toujours des anecdotes, il faut raconter qui est le fils de qui a fait quoi, donc cette forme-là m'a permis de... Et ce qui rend, à mon avis, aussi le roman un peu dynamique. Le roman vient de sortir, alors avec le journal d'Anne France, il avait été adoubé par l'ensemble de la famille patriote qui avait retrouvé... L'ensemble, je sais pas. Mais... Il a adoubé même par Jean Raspail. Jean Raspail, Jean oui, qui avait trouvé... Vous-même, et je vous en remercie encore. Ouais, mais Jean, c'était plus important. Lui savait de quoi il parlait véritablement. Il avait trouvé que ce roman marquait, non pas son époque, mais son moment. Et c'est déjà quand même remarquable. Ah, oui. Est-ce que vous avez eu peur, en écrivant Drôle de funérailles, d'avoir à toujours se référer au journal d'Anne France? Tant qu'on me l'achète. Ça me pose pas de problème. C'est la notion mercantile. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour être plus sérieux, j'ai eu cette petite peur-là, parce que déjà, je sais que j'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit, de toute façon, Romain, je vais peut-être t'acheter ton 2e livre, mais tu feras jamais mieux que le journal d'Anne France. Donc j'étais déjà parti un peu où je savais que j'allais être plus regardé. Moi j'ai vraiment essayé de le travailler, c'est vraiment une autre forme, donc il y a peut-être certaines personnes, J'adore Sturel dans sa préface permet justement peut-être de faire un pont, c'est-à-dire de ne pas se jeter tout de suite, pour ceux qui ont apprécié Anne France, de ne pas se jeter à corps perdu dans un autre univers. Je pense que cette préface est excellente aussi pour ça, et voilà. Après c'est sûr que c'est un peu plus proche de mon style déjà, parce que j'ai un style déjà un peu plus, j'aime taquiner, là c'était... Vous n'êtes pas dit, après tout, j'ai trouvé un filon, vous voyez, c'est encore un
un aspect mercantile. J'ai trouvé un Si filon. seulement. Voilà, et après le journal d'Anne France, je vais faire le journal de Pierre France, de Jean-Marie France. Ah, par contre, les gens étaient tellement, alors c'était volontaire qu'ils soient un peu courts et qu'ils s'arrêtent de façon un peu abrupte. Et donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, il faudrait que tu en fasses une suite, parce qu'en fait on a une forme de frustration qui était pour moi voulue. Parce que quand on finit par une frustration, on s'en souvient un petit peu mieux. Et ben on m'en a tellement demandé que dans ma tête il existe et qu'un jour il pourra peut-être voir le jour. Mais j'ai d'autres idées encore. Et j'avais celui-là et celui-là aussi c'est un peu, oui, j'ai fait aussi ça quoi, pour mon père et pour moi, et pourquoi pas une vengeance littéraire si le livre a son petit succès, peut-être récupérer une petite part d'héritage qui m'a été volée. Donc si je peux être en plus un justicier, parce que je l'appelle un livre vengeur, par rapport à toutes les, on va dire, tout ce qui se passe, voilà, mais aussi sortir par le haut d'une situation. Voilà, j'ai pas eu la chance d'avoir une famille unie. Quelque part, j'avais un grand-père qui avait fondé un mini-empire, enfin de province, et je me suis retrouvé avec rien du tout, une famille éclatée, sur des ruines fumantes, quoi. Et je me suis dit, ben voilà, au lieu de jalouser ou de ressasser, ben on va essayer de convertir ça en livre, quoi. Voilà, je trouve ça plus sain, quoi. On a parlé de l'écrivain, j'ai dit plusieurs fois que vous étiez chanteur. Alors vous avez, juste avant la crise sanitaire, Damnet, vous avez sorti un album intitulé Fugue, c'était juste avant la crise sanitaire, c'est ainsi. Beaucoup ont souffert de cela, vous en avez souffert forcément. C'était un album rock, mélancolique, enraciné, français, on y citait Demain dès l'aube de Victor Hugo, effectivement. Même titre que les Frangines d'ailleurs, c'est des rapprochements... Je connais pas trop, de ce qui est français. Oui. Mais oui, ben, j'ai aussi des très bons retours. C'est juste que c'est vrai que les gens ont une difficulté, parce qu'ils aiment bien quand même mettre des gens dans des cases. Donc quand ils vous avez remarqué, j'ai cherché à faire ça pendant 25 minutes. Donc quand ils vous ont perçu comme écrivain, vous avez beau leur présenter un album, c'est pas une information qu'ils retiennent. Donc c'est vrai qu'il faut... Donc ça prend du temps, mais j'ai des très bons retours. Je pense qu'un album, j'ai mis du cœur dedans. Voilà. Et puis à la fin de cette année, un duo avec Christophe. Avec mon ami Christophe. Donc il avait sorti un premier album qui a eu un grand succès d'estime, qui avait été très apprécié, parce que c'est un album très écrit aussi. Et là, un deuxième qu'il a travaillé, qu'il a plus instrumentalisé. Et j'ai eu le bonheur de faire un duo avec lui, où chacun a écrit sa partie. C'est le deuxième clip qu'il a sorti, il a son petit succès, donc j'invite aussi les gens à le partager. Ça s'appelle Dès demain, vous pouvez aller sur le méchant YouTube, regarder Christophe, c'est Arcadia, l'album s'appelle Arcadia de Christophe, c'est Christo2F. Et vu qu'on en est en fait aux amis surtout qui ont du talent, parce que c'est parce qu'ils ont du talent que c'est mes amis et que je leur fais la promotion, quoi. C'est d'abord pour ça, pour la couverture, c'est le travail d'Alban Guimois qui cette année a été le grand vainqueur du festival Code Angoulême, donc je crois qu'il est le festival le plus prestigieux au monde, dans la catégorie BD chrétienne, voilà, parce qu'il a fait, je crois, une sur Bernadette Soubirous, je crois, ou de Lourdes, je sais plus, mais en tout cas, je vous invite à s'intéresser à son travail, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Il nous reste 1 minute. La suite des événements. À peine l'enfant est né que déjà on demande au père s'il va en faire alors que ça a été tout un travail et que le travail commence. C'est comme un accouchement, c'est en même temps un aboutissement, mais c'est d'abord un commencement, surtout qu'il faut faire sa promotion un peu tout seul, vu qu'on n'est pas aidé par le système culturel français. Donc je vais me battre pour qu'il soit d'abord connu, et après ça sera les gens. Comme Anne France, il marche, et il a beaucoup marché par... Est-ce qu'il marche encore, Anne France il n'a jamais aussi bien marché, en fait, parce que plus il y en a qui le lisent, plus ils l'apprécient, plus ils le partagent. On ne sait pas jusqu'où je vais m'arrêter. On ne sait jamais. Donc ça, après, moi j'ai en stock, mon deuxième recueil de poésie qui est prêt. J'ai un recueil de pensées et de maximes, parce que j'aime beaucoup ça, qui est prêt aussi. Et j'ai un recueil un peu d'articles que je vais peut-être appeler Petit pamphlet poétique. C'est un recueil d'articles plus politiques pour le coup. Mais tout ça est prêt, mais j'ai pas la trésorerie encore pour le sortir. Et puis bon, on peut pas sortir 3 livres en même temps. Mais si Dieu le veut, cette année sera
prolifique en tout cas. On n'en a pas fini avec Romain Guérin sur bien. TV Liberté, c'est un plaisir. Et pour l'instant, je vous invite à retrouver sur le site de TV Liberté, tvliberté.com, dans la rubrique boutique, eh bien, le dernier ouvrage en date, le roman Drôle de funérailles de Romain Guérin. Découvrez et faites savoir votre point de vue sur ce livre qui ne vous laissera pas indifférent et qui vous fera lire ça, j'en suis certain. Merci beaucoup Romain Guérin. Merci à vous pour votre invitation et au plaisir.